Bonsoir à toutes et à tous. Il est 19h, bienvenue dans Angle Mort, votre rendez-vous mensuel sur Prune. Bienvenue sur Prune, là où les luttes antiracistes et décoloniales prennent la parole. Angle Mort, c'est l'émission qui éclaire les marges et décolonise les regards. Tous les premiers lundis du mois, de 19h à 20h, avec le collectif Isonomia, explore sans concession les concepts et réalités qui échappent souvent à notre regard. Donc bonsoir, bienvenue, willkommen, ahlan wa sahlan. Nous sommes ensemble pour 1 heure d'échanges percutants, de réflexions engagées autour des sujets qui piquent et qui font partie de nos angles morts. Pour cette toute première émission de l'année 2025, autour de la table Rêve, Charmarke, Moussa et moi-même, Filsan. Ça dit quoi la team ? Tranquille. On vit. Comme le veut la tradition, je vous souhaite une excellente année 2025, une année riche de luttes partagées, de solidarité renforcée et de résistance face aux injustices. Bref, une année où les marges se font entendre, où les silences imposés se brisent. Quelqu'un a envie de rajouter quelque chose pour ses vœux ? Tradition oblige, hein ? Après. Ok, ça marche. Ça va, ok ? Palestine libre. Free Palestine. Rêve ? Moi, j'en ai pas parce que c'est un lundi comme un autre. Ok, d'accord. Non, mais ok. Allez, c'est l'heure de l'édito d'Angle Mort pour planter le décor de ce nouvel épisode. Les périphéries parlent au centre, c'est l'édito d'Angle Mort. Pour ce premier édito de l'année 2025, je voulais dire le nom de Hawa Kamara. Elle s'appelait Hawa Kamara, elle avait 22 ans, elle venait du Sierra Leone. Monsieur et madame m'ont enfermée avec le chien et les chats. Je ne peux pas sortir, ils ont tout verrouillé. Ces derniers mots d'Hawa, confiés à sa cousine Naomi, résonnent comme le testament glaçant d'une jeune femme de 22 ans systématiquement effacée, réduite à l'état d'objet puis abandonnée au même titre qu'un bien meuble. Hawa était une femme, Hawa était noire, Hawa était pauvre, Hawa était une domestique sous le régime de la kafala au Liban. Chacune de ces dimensions de son identité a contribué à son invisibilisation progressive puis totale. Elles ont rendu sa vie aussi dispensable que celle des animaux domestiques, jugés de moindre humanité. Hawa est une victime de ce processus politique d'animalisation qui rime avec domination que décrit Kautar Archi dans l'animal Enu. Cette animalisation n'est pas qu'une métaphore, c'est une réalité brutale et totale qui s'inscrit dans le dessein de tant d'autres femmes prises dans le système de la kafala. Hawa est demeurée vulnérable jusque dans la mort, indigne de deuil, de sépulture, invisible jusqu'au bout. Son corps ne sera jamais rapatrié auprès de sa famille, son nom n'apparaîtra sur aucune liste officielle des victimes des bombardements de l'armée israélienne reconnue par les autorités libanaises. Comme cela avait déjà été le cas pour les travailleuses domestiques non blanches lors de l'explosion du port de Beyrouth. Si la mort met un terme au rapport de domination, elle n'en demeure pas moins un prisme révélateur des structures de pouvoir qui l'ont orchestrée. Comme le théorise Judith Butler, certaines vies ne sont pas dignes d'être pleurées, je cite, « car ce sont des vies vécues par celles et ceux qui ne peuvent pas être perdus et ne peuvent pas être détruits, car ils habitent dans une zone perdue et détruite. Elles et ils sont ontologiquement et dès le départ déjà détruits et perdus. » Dire le nom d'Hawa Kamara aujourd'hui, c'est raconter son histoire, c'est refuser cette logique d'effacement et affirmer que sa vie et toutes les vies méritent d'être pleurées, que sa mort et toutes les morts méritent d'être comptées. Abandonner l'exigence de reconnaître que toute vie mérite d'être pleurée, c'est renoncer à un horizon de libération. Elle s'appelait Hawa Kamara, elle avait 22 ans, Hawa était une jeune femme, Hawa était noire, Hawa était pauvre, Hawa était une domestique sous le régime de la kafala au Liban, à l'intersection. À l'intersection.
à l'intersection. Les générations d'avant ont fait énormément et le seul problème, c'est ce manque de récit de traçabilité. Il y a un problème avec le terme femme voilée, c'est que il efface toute agentivité en fait. Il y a une sorte de passivité qui est dans la construction même de l'expression. L'homme noir, c'est la racaille, c'est un objet de rejet. Et en même temps, cette racaille-là, on l'a vu bien dans son livre. Dans les pays où il y a des attentats aussi qui ont été commis et perpétués par des extrémistes, c'est des musulmans qui sont morts aussi. Elle m'a dit, j'ai remarqué que les personnes de couleur, vos doigts, ils sont un peu plus épais que les autres. La presse ne s'est pas du tout gênée pour écrire manifestation de Chinois. Parce que c'est des Chinois, ils sont en train de crier, mais bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'ils sont en train de dire? Je vois une grosse poignée de mes cheveux dans sa manche. Et il me dit, mais je pensais que c'était une perruque. Première fois où je me suis fait taper par un keuf, j'étais en garde à vue, j'avais 14 piges. Ils m'ont mis 3 baffes et je les ai bien sentis. Le racisme, c'est une question de vie ou de mort. Il faut comprendre ça. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Alors, l'audio que vous venez d'entendre est un résumé du podcast À l'intersection qui nous a inspiré le titre de l'émission de ce soir. À l'intersection est un podcast de témoignages sur les réalités des personnes racisées en France dans toute leur intersectionnalité. Un podcast produit et créé par Anas Daïf, alors j'espère que j'ai pas écorché son nom, militant, journaliste et essayiste désormais puisque vient de paraître aux éditions Tumulte son premier essai « Un jour, je suis devenu arabe ». C'est un récit intime qui convoque des références culturelles et des théories variées pour comprendre les enjeux contemporains de l'identité. C'est un podcast que nous recommandons vivement. Et chaleureusement. Et le livre aussi. Ça a été mon livre pendant les vacances. Je l'ai lu. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté, donc c'est sur ma liste, quoi. Je l'ai promis de ne plus lire des essais, mais Anas, je vais le lire quand même. Mais ça se lit hyper facilement. Oui. Et il y a plein de références de pop culture. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Non, j'en doute pas. Voilà. Je vais attendre d'être en vacances pour pouvoir le lire. Ouais, ok. Alors que tu sors en vacances, mais bon. on va rien... Ça commence à tirer. Genre, il y a que lui qui travaille, tu sais. Il travaille, quoi. Bon, alors, ça me paraissait important de parler d'Awa, parce que c'est une histoire qui m'a un peu bouleversée. Ça s'est passé en septembre. Moi, j'en ai entendu parler qu'en décembre. Alors, je connaissais déjà l'histoire de ces femmes domestiques au Liban. C'est pas la première qui meurt. Il y en a plein qui sont mortes en essayant de s'échapper, en sautant de fenêtres. Oui. Qui ont été poussées aussi par la fenêtre. Qui ont été poussées. Et je sais pas, j'avais envie de... Je trouvais que c'est assez lourd comme sujet, mais j'avais envie de parler d'elle. Oui, non, mais et puis, moi, pareil, ce qui est choquant, je pense, dans cette histoire, peut-être plus que dans d'autres, en fait, ce qui le tient, c'est qu'elle a été enfermée par ses patrons, entre guillemets, qui l'ont laissée dans la maison pour se sauver eux-mêmes, et ils l'ont quand même laissée. C'est-à-dire, en sauvant leur vie, ils ont quand même décidé de l'enfermer avec le chat et les chiens, etc., dans la maison, et donc la livrer à la mort, quoi. Donc, un acte totalement inutile. Donc, une gratuité qui interpelle sur quel était le rapport à Awa, en fait. C'est-à-dire, c'est une déshumanisation totale. On a parlé de nécropolitique, que le racisme était une nécropolitique. La citation de Judith Butler que tu as mobilisée, c'était ça. C'est qui a le droit de vivre et qui a le droit de mourir, quoi. Dont la mort va être comptée et qui la mort ne va pas être comptée. Oui, mais c'est aussi peut-être une question d'empathie. Oui, justement, au-delà du sentiment qu'est l'empathie, la capacité de se mettre à la place d'une personne, de ressentir sa douleur et de compatir, ce n'est pas qu'un sentiment. Il faut savoir aussi que c'est une institution et c'est un enjeu, en fait, l'empathie. L'empathie, c'est en gros pouvoir identifier cette personne comme faisant partie de ce groupe-là. Et dans les temps anciens, l'empathie était réservée aux groupes avec lesquels on avait une appartenance religieuse, quoi. Et depuis qu'on est passé au monde moderne, où justement la religion est moins mobilisable et que c'est, en gros, on est tous des citoyens maintenant. La question s'était posée dès le début, en fait, vu que maintenant on est citoyens avec les barrières de raciales entre parenthèses
Et on a tous des droits de l'homme universels. Et il y a beaucoup de philosophes comme Kant et tout ça qui ont travaillé sur cette question-là. Ils ont dit, et c'est là que ce sentiment-là a été remobilisé, les sens, alors que la modernité, justement, c'est la rationalité. Et donc, on va mobiliser ces sens-là, en faire un enjeu. Et ça va nous expliquer pourquoi il y a des groupes qu'on peut jeter sous le bus, parce que de façon institutionnelle, un rapport empathique n'a pas été construit, établi avec ces populations-là. Et c'est pour ça que, par exemple, on peut comprendre les grèves d'ouvriers à l'époque de Germinal, Zola. C'était le seul moyen de pousser à l'empathie par rapport à la misère ouvrière, etc., etc. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin, hein. C'est idéologiquement les groupes pour lesquels on réserve l'empathie, sans les groupes pour lesquels on va mobiliser des moyens pour les sortir de la misère, etc., etc. Et comme tu disais... Et pas que de la misère. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. Tu te rappelles quand il y avait eu 5 gars qui étaient coincés, je sais pas, je crois que c'était des hyper riches là. Ouais, les milliardaires. Dans un sous-marin. Mais voilà. On a été mobilisés, mais des moyens incroyables pour aller les sauver. Ils étaient 5, hein. Mais pendant ce temps-là, en Méditerranée, rien à faire. Il y a des gens qu'on laisse même, qu'on regarde mourir. Hein. C'est bien que il y a quelque chose d'impensé. Il y a quelque chose qui se joue. Je sais pas si c'est impensé, parce que là... Non, mais justement pour aller dans ce sens, non seulement c'est pas impensé, mais c'est aussi orchestré. C'est-à-dire la kafala, on construit l'empathie des groupes auxquels on s'identifie et à qui on reconnaît le droit de vivre, de mourir, d'avoir accès au confort, à l'humanité de manière générale. Mais en même temps, on orchestre le fait d'extirper de l'empathie ou de prévenir que l'empathie ne puisse être étendue à d'autres groupes. Quand, par exemple, il y a les violences policières, ce n'est pas anodin qu'on sorte le casier judiciaire. Le casier judiciaire est une barrière. C'est pour dire à celui et à celle qui écoutent dans les infos que jeune Naël a été tué, c'est pour lui dire attention, lui, c'est eu de la caille. Madama, c'était pareil aussi. Oui, non, mais non, c'est systématique en fait. Et ça, ou la fiche S, ou des trucs comme ça, qui ne veut rien dire en fait concrètement, mais c'est sa fonction en fait dans l'espace public. C'est pour dire à l'autre, tu as eu cet élan d'empathie devant la mort d'autrui. Mais attention, il ne mérite pas. Ouais, attention. Il n'est pas nous, lui. Lui, il est eux. C'est ce qui se passe, à Raza, où automatiquement, la vue des corps déchiquetés, des enfants morts, brûlés, il y a tellement d'images, tout le monde a accès à ces images-là. Mais c'est jamais pareil. Exactement, il y a toujours un soutien. Et ils disent, il n'y a pas d'innocent. Exactement. Comme l'autre, là, sur ces enfants, l'humanité, là. Tu sais, j'ai même pas envie de dire ça. Oui, je vois. Mais oui, voilà. Je peux donner juste un autre exemple sur Gaza. Vous savez, dans les mobilisations de Gaza, beaucoup de personnes LGBT sont mobilisées. Exactement. Et la première chose que Israël a mobilisée, mais aussi ses soutiens, c'est de dire, si vous étiez à Gaza, on vous aurait jeté du haut d'un toit. C'est pour le dire, n'ayez pas d'empathie envers ces gens parce que ce sont des sauvages, parce que ce sont des barbares, etc., etc. Donc, en fait, c'est quelque chose de vraiment... En reprenant la propagande salafiste, parce que ça ne sort pas de notre oui, et justement, les organisations LGBT ont bien répondu en disant, mais en fait, de quoi vous nous parlez? Est-ce que en fait, on a une espèce de bail précaire, en fait, avec l'humanité? En gros, ça fait pas longtemps que l'empathie envers les groupes qu'on représente a été plus ou moins acceptée par tout le monde. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Que tu peux le perdre. Exactement. Donc, c'est conditionnel. Exactement. C'est conditionnel. Et puis, peut-être un dernier petit point. En même temps que je découvrais l'histoire d'Awa, il y a cette fameuse loi-là qui demande aux bénéficiaires, je sais, les personnes qui touchent le RSA, qu'il faut qu'ils travaillent 15 heures. Qui travaillent 15 heures. Et là, on a vu le mot esclavage mobilisé. Et ça m'a un peu fatiguée. Donc, je voulais juste rappeler que c'est pas la même chose. Ouais, l'esclavage, c'est un mode de production bien précis. Et puis, c'est quand on t'empêche aussi. Tu vois, Awa, clairement, dans le système de la kafala, elle n'était pas libre de ses mouvements. Ouais. La kafala, pour rappeler, c'est en gros, quand tu viens dans c'est très présent au Moyen-Orient.
C'est un truc de Voilà. parrainage. Du parrainage, il y a pas mal de footballeurs aussi à qui c'était arrivé. C'est qu'en gros, quand tu es un travailleur étranger, on te confisque Une certains personne, de tes papiers et tout ça, et tu c'est descends. une personne qui te parraine. On dit ça, mais en réalité, c'est un système de tutelle. Oui, C'est Exactement. un système de tutelle juridique qui est presque apparenté à l'adoption ou des choses comme ça. Ouais. Par exemple, c'est un peu le système entre le prophète donc des Et Ali. Islam Hmm. et par exemple Zaïd, par exemple. Ouais. C'était pas son enfant, mais c'est son enfant parce qu'il y a la... Et d'ailleurs, ça a inspiré l'institution de l'adoption plénière qui est dans le code civil français. Mais dans notre époque contemporaine, ça a été reconfiguré dans le Moyen-Orient comme une sorte de droit du travail, mais de droit du travail associé à l'asservissement. C'est vraiment de l'asservissement, c'est-à-dire le pater familias au sens vraiment plein du terme, qui a le droit d'user, d'abuser et de disposer, c'est-à-dire même la mort, sur les gens qui sont sous kafala. Ouais, on l'a vu, hein, la construction des stades au Qatar avec tous les morts. Donc il faut doser. Oui, non seulement il faut doser, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se perd, c'est bien nommer les choses. C'est-à-dire que le travail forcé, comme le RSA a sorti à donc des heures de travail obligées, le travail forcé est grave en soi. Et l'esclavage, c'est une question de statut, c'est une question de propriété sur autrui. On peut très bien traiter des esclaves, ça n'en reste pas moins des esclaves. Il y a des esclaves qui ont été très bien traités. Il y a d'autres esclaves qui ont été extrêmement, et c'est ça le gros du lot ou l'essentiel du lot, qui ont été très maltraités. Mais ce qui fait l'esclavage, c'est la propriété sur autrui. S'il n'y a pas de propriété sur autrui, n'utilisez pas le terme. Pas pour des élans de radicalité, pas pour de la surenchère, etc. Juste mettre les bons mots sur les bonnes choses et puis il y a une meilleure compréhension de tout. Très bien. Donc là, on fait une petite pause. Musical et c'est un son qui a été choisi par Moussa. Voilà. C'est Mustafa. Ouais, parce qu'on choisit les sons chacun à notre tour. Exactement. Et c'était là la corvée de Moussa. Mais bon, moi, La corvée. c'est une très bonne corvée quand même. Ah, c'était pas difficile. Ouais. hein. C'est donc Moussa. Après, le son, il n'est pas joyeux, Ouais. mais Il est beau. Donc, le titre, c'est Name of God, de de Mustapha. Both our eyes are red, but you're high and I'm crying. You're trying to forget, but it hits me every time. You pray next to me, the right hand holds your left sleeve, turning our heads gently, 'cause when it ends we fight. And in that warm winter hour withered, I just wanna get better. I'll be what you like, and every letter of fire you read me when I'm tired makes me wanna cry. Whose Lord are you naming when you start to break things? It's my only life you hold, and when you left me waiting, I thought, did you do it in the name of God? Did you do it in the name of God? I wake up in the evening and the day's already done, and I walk to the nearest door just to see someone. Everything is black, your hands in my past. If I don't wait tomorrow, promise me you'll laugh. And in that warm winter hour withered, I just wanna get better. I'll be what you like, and every letter of fire you read me when I'm tired, treat pain as a choir. Whose Lord are you naming when you start to break things? It's my only life you hold, and when you left me waiting, I thought, did you do it in the name of God? Did you do it in the name of God? In the name of God.
Allez, voici venu le temps de creuser jusqu'à l'os nos convictions les plus ancrées avec l'instant lexique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'instant lexique d'Angle Mort. Alors, comme il aime à le dire, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Ce soir, Rêve, le trouble fait des conforts intellectuels et le faucheur des morales satisfaites, s'attaque à l'intersectionnalité pour semer le chaos chez les uns et chez les autres, réveiller les esprits endormis. Rêve, c'est à toi. Alors, j'ai une question pour vous. Quel est le point commun entre Fabien Roussel, le Printemps républicain, Jean-Michel Blanquer et Ouria Boutelja? Ils aiment le camembert. L'intersectionnalité leur donne des boutons. Effectivement, c'est pour ça que je me suis dit que ce mot qui est un peu attaqué de partout, traîné dans la boue, mais aussi surutilisé par certains, qu'il fallait mettre un peu de lumière sur ce point. Donc, pour mieux appréhender la notion, il faut voir sa fonction, c'est-à-dire l'approche que ça apporte dans la compréhension des rapports sociaux. D'abord, pour situer le terme, il vient de Kimberlé Crenshaw, juriste américaine qui, entre 1989 et 1991, publie des articles où elle propose la notion d'intersectionnalité en réponse à la prise en charge aussi bien institutionnelle que militante des questions de genre, de race et de classe. Elle disait que celle-ci était parcellaire, d'une part parce qu'elle prenait le genre d'un côté, puis la classe ou la race de l'autre, et d'autre part parce qu'elle laissait de côté des groupes qui étaient à la confluence des trois. Pour utiliser une image, quand vous êtes au milieu d'un carrefour, vous n'êtes ni sur l'avenue, ni sur le boulevard, mais vous êtes à l'intersection. Ce n'est donc ni une addition des dominations, ni un empilement des oppressions, mais une meilleure compréhension de leur articulation. Car, pour citer Contre Euphorie, la chaîne YouTube que l'on cite très souvent ici, les rapports sociaux constituent tout à la fois un rapport de domination symbolique, d'oppression physique et d'exploitation matérielle, et chacun de ces rapports, sur ses propres bases symboliques et matérielles, contribue à configurer les autres. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que l'intersectionnalité soit un outil théorisé et utilisé par les black féministes, notamment américaines comme Angela Davis, Audre Lorde, Patricia Hill Collins ou encore Bell Hooks, ou bien les afroféministes en France comme Fania Noël, Rokhaya Diallo, Maboula Soumaoro ou encore Mame Fatou Niang. Car les femmes noires ont été souvent marginalisées, invisibilisées, voire exclues à la fois par le féminisme blanc, les mouvements antiracistes, et ne parlons même pas des mouvements politiques de gauche en général, alors qu'elles ont joué un rôle important dans toutes ces luttes. Souvent confondues avec la convergence des luttes dont elle est, pour certains, la traduction militante, l'intersectionnalité est en réalité une grille de lecture des rapports sociaux qui, allant au-delà des positions sociales, permet de saisir l'entièreté de la condition sociale d'individus et de groupes, comme les minorités de genre, racisées, précaires ou subissant un handicap. Mais du coup, j'ai une question là, c'est pourquoi ça dérange autant l'intersectionnalité? Pourquoi ils le combattent avec autant de virulence? Eh bien, l'hostilité envers ce concept est très souvent le signe d'une lutte tronquée, car venant de gens qui se mobilisent pour un groupe précis et ne veulent surtout pas s'emmerder avec le problème des autres. Par exemple, ce n'est pas pour rien que des partis de gauche comme le PCF d'aujourd'hui est rempli d'abolitionnistes, de réductionnistes de classe et dernièrement de souverainistes. Que ceux qui se réclament de l'universalisme soient à l'avant-garde de l'islamophobie et de, entre guillemets, l'anti-wokisme. Que des féministes blanches participent aux paniques morales transphobes ou même que des organisations antiracistes se disant décoloniales produisent un discours LGBT-phobe. Comme l'intersectionnalité les force à penser les autres dominations, ils se disent qu'il vaut mieux casser le thermomètre que de traiter la fièvre. Mais est-ce qu'il n'y a rien à dire? Est-ce qu'il n'y a pas de critique légitime à adresser à cette notion? Évidemment que si. Par exemple, vous trouverez chez quelqu'un comme Olufemi Toyo une critique de ses mésusages libéraux, ou chez les marxistes qui en relèvent le manque de matérialisme, ou encore chez une autrice féministe comme Aurore Coquelin qui émet des réserves pertinentes quant à l'usage de notions intersectionnelles comme le privilège ou la sacralisation de la parole des concernés. In fine, il faut prendre l'intersectionnalité pour ce qu'elle est, un outil pour combler ces angles morts. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre.
Très bien. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Mhm. Il y a l'intersectionnalité, même si elle n'a pas été définie comme l'a fait Kimberley Crenshaw. Ouais, Hawa Thiam en parle, elle aussi, dans La parole aux négresses. Et je crois que c'était dans les années 70, fin 70, je pense. Effectivement, féministe sénégalaise, qui a écrit cet ouvrage qui vient d'être réédité. Ouais, où elle dit là où l'européenne se plaint d'être doublement opprimée, la négresse l'est triplement, oppression de par son sexe, de par sa classe et de par sa race. Sexisme, racisme, existence de classe sociale, capitalisme, colonialisme ou néocolonialisme. 3 fléaux. Effectivement. Et puis, il y a aussi, par exemple, j'ai cité Audre Lorde. Audre Lorde vient avant quelqu'un comme Kimberlé Crenshaw, mais elle a pensé, par exemple, ce qu'elle a appelé matrice de domination, et qui est effectivement pas mal. Très bien. Bon, je crois que c'est l'heure de la chronique d'angle mort de Moussa. Allez. Tu veux de la cam? C'est la chronique angle mort de Moussa. Donc, place au moment où l'humour tranche dans le vif. Moussa, c'est le sismographe de l'équipe, le funambule des gouffres républicains. Là où ça tremble, il creuse, toujours avec un humour aiguisé comme une lame. Et ce soir, il nous plonge dans l'univers des Mamadou, objet des logorées présidentielles. Moussa, le micro est à toi. Bonsoir tout le monde. Alors moi déjà, je voulais prendre la parole en souhaitant à tous une bonne année 2025. Merci Moussa, t'es trop gentil. Vraiment beaucoup de bonheur, la paix et surtout, plus d'empathie qu'Elisabeth Borne. Et Elisabeth, elle a un cœur de pierre tellement énorme, si tu la jettes dans une piscine, elle reste au fond. C'est-à-dire, Elisabeth, tu perds toute ta famille, elle te présente ses condoléances en t'offrant une corde et un tabouret. Allez, tiens le coup. D'ailleurs, en parlant de tout perdre, Macron, il est parti voir les sinistrés d'un cyclone à Mayotte. Eux, forcément, ils ont perdu leur maison. Il a été. Ouais. Plus d'eau, plus d'électricité, donc normal, ils sont un peu chauds. Eux, il leur a dit soyez contents d'être en France. Si ce n'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il les a grondés. Et encore, je suis sûr, sans les caméras, il se serait encore plus lâché. Eh oh, Bamboula, moi, beaucoup gentil. Toi, chance ici, pas Mali. Alors toi, pas crier, sinon fini, capitale. Ah, Mamadou. Après, je suis un peu mauvaise langue parce qu'on sent dans sa voix qu'il veut vraiment les aider. Tu vois, la preuve, le nouveau ministre des Outre-mer, c'est Manuel Valls. Oh là là. Tu vois, c'est-à-dire pour secourir des sinistrés de Mayotte, on leur envoie un sinistré de la politique. Il est pas con, Macron. Hein. Tu vois. Et d'ailleurs, vous avez vu ce qu'il a dit il y a pas longtemps là. Il a dit le problème des urgences, c'est que c'est rempli de Mamadou. Alors, moi, au départ, je me suis dit, il a peut-être confondu les urgences avec la mer Méditerranée. Comme il a raciste, c'est pareil. Mais moi, en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est que les gens soient choqués. Tu vois ? Moi, j'ai pas été choqué, j'ai été déçu. Parce qu'il n'a pas parlé des mamadettes. C'est qui les mamadettes ? Les mamadettes, c'est ces femmes noires qui appellent les urgences pour un grave problème de santé, mais qu'on ne prend pas au sérieux. Donc, elles meurent faute d'avoir été prises en charge à temps. Effectivement. Tu vois l'expression « c'est l'hôpital qui se fout de la charité » ? Macron, lui, il se fout de l'hôpital et de la charité. Sacré Manu. En vrai, faut pas lui en vouloir. Ça se trouve, il n'a pas la définition du mot bienveillance. Peut-être pour lui, bienveillance, c'est juste un prénom congolais. Tu connais bienveillance. Tu vois. Big up à tous les bienveillances. Les cœurs. Bref, du coup, je vous souhaite la santé aussi, très important la santé. Plus important que le bonheur, par exemple. Déjà parce que la santé, il y a un ministère pour ça. Il n'y a pas un ministère du bonheur. Et en vrai, heureusement, sinon, comme la justice, il y aurait un bonheur à 2 vitesses. Avec des gens qui seraient obligés d'être heureux. Ce bonheur-là, imposé, il aurait un nom. Ce serait le bonheur banania. C'est un bonheur où tu dois sourire tout le temps dans l'espace public. T'as interdiction de froncer les sourcils. Et pour les récalcitrants, on ouvrirait des centres de dérision administratifs. Et là-bas, tu vois que tu vas être tranquille. Là-bas, on te diffuse en boucle tous les sketchs de Michel Leb. Très bien. Ça, c'est en semaine A. Et en semaine B, tous les tubes de Vincent Lagaffe. Patrick Sébastien. Zubida. Tu devrais écouter la Zubida H24. C'est sûr, ça te donne des hémorroïdes aux oreilles, ça. Donc bon, comme je disais,
Je vous souhaite à tous bonheur, paix, santé. Et pour finir, je vous souhaite surtout de réaliser vos bonnes résolutions, mais surtout vos bonnes révolutions. Je vais terminer par une petite blague. François Bayrou. Ouais. C'est vrai. Je n'ai pas vu. Oh mon Dieu. Il a pas récidivé, là? Qui? Hey, Macron en chef. il a dit au Mamadou, mais tu sais, les Mamadou qui sont mieux placés dans la société. Ouais, Il leur a dit, ouais, mais ils nous ont pas dit merci quand on est venu tout leur prendre finalement. Ils n'ont pas dit merci. Non, Du coup, non, il était on les a aidés. Il parlait au super Mamadou. exactement. Ça, c'est super Mamadi. ça. Il y a des super malades. Bah oui, les présidents africains. Il a parlé comme un mec qui. C'était un conseil de classe. Oui, non, qui s'était séparé d'une nana et qui va voir ses potes et dire ah mais en fait c'est moi qui l'étais, c'est pas eux. Hein. C'est pas eux. C'est ce qu'il disait en fait. Ouais, les présidents africains, on avait ça avec eux, on a prévu justement notre retrait. On leur a dit bah allez-y, c'est à vous de le dire et quand ils le disent. Oh là là. Mais en fait, c'est un mec de Bellevue, Emmanuel Macron. Ouais, peut-être. Alors, on Macron, se c'est un mec de Bellevue. Oh, ouais, non, on va avoir des problèmes. Oh mon Dieu. Il faut pas leur donner l'adresse d'un Ouais. Institut Bellevue, c'est un quartier de Nantes. Ouais. Je vais avoir Très bon quartier. un très bon quartier. Ouais, Très joli. c'est son quartier dans C'est mon cette quartier. télévision. Il n'a pas eu le droit. Mais sur Macron, effectivement, il y a de ça. Mais en fait, il y a un autre truc en fait en arrière-plan. C'est qu'ils sont en train de perdre toutes les bases en Afrique. Oui. Parce que la dernière base, et ce qu'on n'a pas vu venir, c'est Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire qui a décidé que, effectivement, Filer aux Américains. oui. Et ça c'est quand même un très gros signal parce que c'est quand même l'avant-garde, en fait, de la France-Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est l'avant-garde de la France-Afrique. Et ça dit deux choses. Ça dit d'une part qu'il y a effectivement des relais de la France-Afrique qui sont en train de lâcher la France, donc de manière avouée. D'ailleurs, quand il y avait des soucis entre la France et le Niger ou avec Burkina Faso et tout ça, c'est Ouattara qui essayait donc de rabibocher tout ça pour vous dire la position de Ouattara. Et puis, ça dit aussi quelque chose. C'est-à-dire que politiquement, il n'est plus soutenable dans beaucoup de pays africains, d'entretenir une relation aussi affichée avec la France. Donc, montrer de l'anti-impérialisme, même de façade, parce que moi, je ne crois pas à la rupture de la France-Afrique entre Ouattara et Macron, entre la France et la Côte d'Ivoire, tant qu'il y aura Ouattara là-bas. Mais comme il y a des élections qui se faufilent là, donc à l'horizon, qu'il y a des candidats qui sont assez bien placés, dont on va avoir plein de critiques, mais qui sont assez bien placés, Ouattara est obligé de lâcher quelque chose face à une jeunesse ivoirienne et surtout africaine qui est très hostile à la présence française actuellement. Et donc tout ça fait que ça explique pourquoi Macron est un peu frustré, comme partout où il ne sent pas du tout. Il est ronchon là. Exactement. Il est chafouin. Chafouin. Sauf à Djibouti. Ah oui, mais non. On va pas ouvrir ce dossier-là. Non, on ne parle pas de ça. Donc, petite pause musicale? Vas-y. Allez, c'est parti. Mais attends, cette fois, c'est qui a choisi la pause musicale? C'est Adil. Ah ouais, ok. C'est un autre membre d'Isonomia, Adil, qui a choisi comme son Balek de Aya Nakamura. Allez, c'est tu bombes, comment tu fais la meuf, mais on dirait que tu kiffes le mood. Il me dit comment tu bombes, tu bombes, t'es dans le truc, tu fais des trucs de fou. Beleka, Beleka, c'est moi ça la guitare et c'est au piano. Beleka, j'ai que t'entends le piano. Beleka, la guitare, la piano. Beleka, piano. C'est Max à la guitare et signé au piano. J'ai que t'entends le piano. À la guitare, la piano. Piano. Il veut qu'un Chanel baby doucement. Me choper doucement. Lui il a la gâchette ou c'est mort. Il veut me trémousser. Tu fais le gang. Mais je sais que t'es chaud. Entre quatre murs. Avec moi t'es chaud. Hey. Beleka, 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 il veut des Chanel
C'était Aya Nakamura, le titre parfait pour enfiler nos chaussures de sécurité et piétiner les tabous. C'est le moment hors-piste d'Angle Mort. On prend un détour. C'est le moment hors-piste d'Angle Mort. Charles Marquez est l'incarnation même de l'irrévérence et sa passion, démolir les échafaudages des pensées toutes faites. Toujours prêt à remettre en cause ce qui semble inébranlable, il nous entraîne dans le moment où on retourne les dogmes et où on explose les convenances avec ce soir pour sa rubrique un titre énigmatique, tout ce qui est récupéré est récupérable. Charles Marquez, c'est à toi de nous secouer. C'est une chronique sponsorisée par Veolia. Parmi tous les néo-fétichismes comme les bullshit jobs, les transfuges de classe et toutes les fausses consciences qui circulent dans la gauche petite bourgeoise, l'hégémonie culturelle demeure celle qui m'agace le plus. Surtout, si ce concept du communiste italien Gramsci dans les mains des franges les plus privilégiées de la société prend des accents proches de l'appropriation culturelle. Pour ça, je vais utiliser quelques concepts marxistes pour dégager les catégories depuis lesquelles je parle, pour ensuite montrer en quoi ma réaction épidermique va nous donner l'occasion d'observer pourquoi les groupes subalternes nous permettent de saisir mieux les dynamiques du capitalisme. Et tu vulgarises, hein? Marx inscrit ses réflexions depuis le matérialisme qui a, comme toujours, été en querelle métaphysique avec les courants comme l'idéalisme. L'idéalisme soutient que les choses du monde sont gouvernées par les idées, l'âme, l'esprit, Dieu. Le matérialisme, quant à lui, affirme radicalement qu'il n'y a rien d'autre que la matière et qu'une position idéaliste ne nous permet pas de saisir la réalité de ce monde. Marx, dans son matérialisme historique, intègre pourtant une dose d'idéalisme dans son appareil critique. Car bien que l'idéalisme ne soit pas qualifié pour comprendre le fonctionnement du monde et de la nature, l'idéalisme ne fut pas moins fonctionnel, opérationnel, à travers les institutions politiques et idéologiques qui puisaient leur légitimité des forces invisibles. Ce qui permet aux marxistes d'isoler deux dimensions sur lesquelles le capitalisme fonctionne. Une dimension socio-économique, désignant l'ensemble des pouvoirs, des forces et des relations de production, qui organise les relations économiques et qui se manifeste concrètement dans la vie des ouvriers de façon directe et quotidienne. Et une dimension socio-culturelle qui se manifeste de façon indirecte, comprenant les outils idéologiques, politiques, juridiques qui reproduisent les inégalités dans le temps long. Une fois posé ce préalable, il devient plus facile pour nous de lire les stratégies militantes engagées pour organiser les luttes. Face à des masses prolétaires, peu alphabétisées, la dimension socio-culturelle revêt un caractère abstrait, peu investi par certains marxistes, au regard des maigres gains immédiats en termes de mobilisation. Pas étonnant alors de voir cette dimension être reléguée au statut de futur dividende que la classe ouvrière pourrait obtenir d'un possible grand soir révolutionnaire. Allez demander aux musulmans d'Assise centrale quel a été le degré d'investissement consacré à cette tâche par nos camarades bolcheviques. Pour construire une critique marxiste globale et sérieuse du capitalisme, il faut se tourner vers des espaces marginalisés, car le capitalisme en interaction avec ces espaces marche cette fois-ci sur ses deux jambes. Il sature l'existence de ces groupes de discours et de politiques racistes et xénophobes, les rendant de ce fait disponibles aux discriminations et aux violences gratuites de toutes sortes, tout en effectuant une ponction surnuméraire sur leurs fruits de leur travail. Cela ne devrait révolter personne si l'on conclut que les ouvriers des centres capitalistes, bien que subalternes socio-économiquement, souffrent beaucoup moins des institutions socio-culturelles sécrétées par la bourgeoisie libérale. Il n'est pas surprenant qu'Antonio Gramsci ait choisi d'investir le champ culturel malgré les maigres forces et ressources à sa disposition durant son emprisonnement, étant lui-même issu d'un espace marginalisé comme le sud de l'Italie. Pauvre et surexploité à la fois par le féodalisme des propriétaires terriens et déjà le racisme et la xénophobie du nord de l'Italie. La capture de l'hégémonie culturelle devient dès lors un objectif prioritaire à conquérir pour faire sauter les obstacles socio-culturels qui bloquent les convergences entre travailleurs. Vous comprenez donc ma gêne de voir ce concept construit pour faire face à la double domination économique et culturelle exercée par le capitalisme sur les groupes subalternes, passer d'un outil de lutte centrale à une énième gourmandise intellectuelle consommée avec une intensité suspecte. Je n'oublie pas non plus la récupération de ce concept par l'extrême droite post-vichiste des années 70, y voyant un moyen pour eux de sortir de la marginalité politique dans lequel la droite libérale et la gauche du programme commun les avaient confinés.
évitant donc de reproduire les erreurs qui ont conduit les courants de pensée politique allant des sociodémocrates au fascisme à récupérer le socialisme en le transformant d'outil de rupture civilisationnelle en signifiant neutre pour se constituer une aile au choix travailliste ou populaire. Je conseille donc à tous les groupes discriminés par des discours idéologiques, politiques, d'investir prioritairement la dimension culturelle, car contrairement à ce que vous disent certains camarades, vos oppressions sont doubles. Laisser ce concept à ceux qui n'en auront qu'une utilisation sommaire et esthétique, c'est courir le risque de le rendre bancal et surtout disponible à la réaction. Saturez ces concepts de vos identités, vos luttes et vos esthétiques, car n'oubliez jamais, tout ce qui est récupéré est récupérable. Ah. Non, Ça va, respire. Ouais, non, j'étais plus cool que la dernière fois. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Ouais, il a adouci son... Non, le temps. Ah bah vas-y, maintenant tu peux te lâcher là. Moi, je m'étais annoncé comme un... Tu vois, je dis que tu défonçais tout sur ton potage. Bah là, je défonce. Là, c'est un des fétiches qu'il y a dans la gauche qui nous explique que oui, l'hégémonie culturelle sans vraiment comprendre. Donc moi, j'ai un peu fouillé et les gens qui portent justement ça, c'est les moins concernés, justement. C'est les personnes qui sont les moins discriminées par les institutions politiques. Parce que comme je l'ai dit dans mon texte, dans le marxisme, on identifie deux oppressions, l'oppression économique et l'oppression étatique, les idéologies et tout ça. Or, nous, quand nous sommes marginalisés, nous sommes opprimés par les deux, alors que les travailleurs des centres périphériques ne sont opprimés économiquement. C'est comme ça qu'on explique comment ils ont pu être rachetés à un moment donné, comment ils ont pu être, nationalisés par leur bourgeoisie, en fait, parce que ils avaient déjà un peu le pied un peu dans la maison. Et c'est justement, en fait, moi, ce qui m'avait le plus étonné, c'est pourquoi en fait, l'hégémonie culturelle, pourquoi c'est Gramsci qui l'écrit, ça aurait pu venir de n'importe où. Et en fait, je fouille, et en fait, le mec, tu vois son histoire... C'est une famille albanaise qui vient de Sardes. Bref, vraiment, il n'y a pas plus marginal que ces identités-là dans l'Europe du Sud et c'est pas par hasard. C'est pour ça que moi, je tenais vraiment à inscrire l'hégémonie culturelle et il faut absolument qu'on se la réapproprie. Il ne faut pas la laisser à Marine Tondelier et tous ces absolument pas. Il faut arrêter Marine Tondelier. Ouais. Le skin. Oui, et puis, comme tu l'as dit, il y a une certaine obsession aussi pour ça dans une certaine gauche, quoi. C'est-à-dire, bon, on a assisté il n'y a pas longtemps à une conférence gesticulée qui Ah là, elle était magnifique. Franchement, ouais. Donnez le contexte. Non, on était invité à la FEV et le mec, c'était un mec, Franck Lepage. La FEV. Ça, quoi, tu vois, ouais. C'est une asso. Et c'était cassé. Franchement, c'était du complotisme. L'hégémonie culturelle dans la bouche de la gauche boomer un peu conspi, là, c'est vraiment parce que ce n'est pas matérialiste, en fait. Et donc, en fait, ils s'approprient un concept qui ne les concerne pas parce que techniquement, ils ne sont pas opprimés par les institutions étatiques. Ils sont juste nés à un moment de l'histoire où il y a moins besoin d'eux, il y a l'IA qui arrive et ils sont tous en burn-out dans les open space. Et donc, j'ai envie de dire... C'est très fameux, mais... Ouais, j'ai envie de dire débarrasser le plancher. Et en fait, pourquoi je parlais, c'est parce qu'en Amérique du Sud... Ce qui s'est passé, c'est que ce concept d'hégémonie culturelle, il a beaucoup plu à la gauche universitaire sud-américaine, comme il y a eu au Chili, où Boric, le président, là, lui, il a quasiment fait sa campagne sur ça, en allant chercher les indigènes et tout ça. Et une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, il s'est confronté à la bourgeoisie de Pinochet. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a jeté sous le bus tous les Mapuches et tout ça, quoi. C'est pour ça que tu dis que c'est assez proche de l'appropriation culturelle. Exactement. Et c'est pas pour rien que les thèses décoloniales, si elles viennent d'Amérique du Sud, ce n'est pas pour rien. S'ils ont investi la culture, ce n'est pas pour rien. C'est parce que, en fait, nous sommes opprimés socio-économiquement, mais les marges, elles sont aussi opprimées par des politiques étatiques, par des idéologies. Le racisme est une idéologie qui est justement dans la catégorie idéaliste, quoi. Oui, non, mais en fait, en plus, c'est bien qu'il parle de l'idéalisme parce qu'en fait, moi, ce que je remarque dans la gauche, par exemple, ici, quoi, en France, leur mobilisation de l'hégémonie culturelle est très idéaliste dans le sens où ils pensent comme
une obligation d'investir le champ médiatique, comme par exemple de la production de contenu, entre guillemets. Ils le disent comme ça. Donc, il y a une on va dire, une omniprésence des producteurs de contenu dans l'espace de la lutte. Ouais. Donc, c'est soit des streamers, soit des vidéos essayistes, etc. Ou alors, c'est des objets culturels, comme par exemple, tu parlais de Franck Lepage, on parlait de Franck Lepage tout à l'heure, il y a le format conférence gesticulée, qui devient presque une franchise qu'ils vont utiliser de manière itinérante où ils vont se retrouver entre eux, donc dans des espaces où ils ne sont qu'entre eux et où ils se convainquent les uns les autres. Et puis, ils en parlent comme si, en fait, ce qui est sous-jacent à la question de l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire de l'hégémonie du discours qui est compatible ou favorable au capitalisme dans l'espace public, ils le voient comme une façon stratégique de saturer l'espace. Alors que l'hyperprésence de ce discours s'explique aussi par des questions matérielles concrètes. C'est-à-dire, si on entend que les capitalistes, c'est parce que les capitalistes détiennent les médias. Que, en fait, dans l'idéologie allemande, Marx le dit très clairement, c'est-à-dire l'idéologie dominante, c'est l'idéologie exactement des dominants. Et que donc, le militantisme ne peut pas se limiter qu'à ça, ne peut pas être que ça. Le militantisme doit être aussi accompagné par des considérations matérielles qui peuvent ensuite se traduire par une visibilisation des marqueurs culturels de notre camp politique qui fait que notre camp politique devient visible. Mais dès lors qu'il y a cette omniprésence de cette approche-là de l'hégémonie culturelle, je pense que c'est une approche qui est purement idéaliste. Guignolesque. Et comme je le dis, à la limite, en Amérique du Sud, je comprends. Il y a eu de la répression sur des militants de gauche, il y a eu les dictatures qui ont vraiment tué des gens. Donc, en fait, les matérialistes, entre parenthèses, là-bas, ils ont été nettoyés. Donc, je peux comprendre qu'ils se réveillent à ces choses-là à travers la culture. Mais en France, je ne comprends pas, quoi. Sauf pour l'extrême droite, comme je l'ai expliqué. Je comprends l'extrême droite. C'est marginalisé. La nouvelle droite, les Benoît. Voilà. Gramsci, en fait, il a été ressorti des placards par l'extrême droite, par un de Benoît. Et à la limite, la question c'est pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient marginalisés. Et donc, ils ont vu qu'ils étaient marginalisés par l'idéologie dominante, bourgeoise libérale, et comme j'ai dit, de la gauche du programme commun. Et donc, à ce moment-là, ils ont commencé, parce qu'il y a tout un volet, en fait, chez Gramsci aussi, de aller avoir une proximité avec la police et certains corps de l'État, justement, il en parle. Et c'est pour ça qu'en fait, petit à petit, même la droite de l'époque, qui n'était pas pro-flic, ou même la gauche de l'époque, elle est devenue petit à petit, les syndicats d'extrême droite et tout ça. Ça, c'est du travail qui a été fait. Tant je comprends que l'extrême droite, parce qu'elle a été marginalisée à l'époque, elle voit en Gramsci quelque chose d'intéressant, mais un mec qui est en burn-out et qui était prof, franchement, non. Limite, t'as envie de lui dire, mec, t'as voté Parti Socialiste toute ta vie, fallait mieux t'écouter, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est parce que les mecs, ils ont voté PS pendant, 20 ans, et là, ils sont en burn-out, ils sont pas bien, et là, ils veulent aller sur l'hégémonie culturelle. Ouais, moi, stay away. Bon, je fais partie un peu de la corporation, donc je vais parler. Mais par exemple, les profs. Pour moi, les profs, concrètement, dans le rapport de force matérielle en France, les profs ont on va dire, ont un pouvoir que beaucoup n'ont pas. C'est-à-dire un pouvoir de nuisance que beaucoup n'ont pas. Si on regarde, par exemple, pendant le Covid, c'est pas pour rien que le gouvernement a tout fait pour remettre les profs au travail. Parce que les profs occupent une place centrale dans la reproduction du capitalisme. C'est-à-dire, le capitalisme a besoin de la disponibilité des travailleurs parce que c'est pas... Contrairement à ce que disent certains, c'est pas des esclaves, donc ils ont une vie et donc ils ont un temps qui est un temps fini. Et ce temps fini-là, dès lors qu'il est consacré aux enfants, est un temps qui n'est pas consacré au travail. Donc, il faut ramener coûte que coûte les enfants au travail et les profs sont là pour ça. L'augmentation du temps de présence des enfants à l'école, c'est ça.
c'est pas mu par une volonté d'éclairer les enfants, de bien les éduquer, etc. On sait très bien qu'ils sont en train d'enlever du financement et tout. Mais ils veulent des gens pour garder les enfants. Et donc, les profs, sachant ça, et j'espère sachant ça, au lieu de voir donc la puissance qu'ils peuvent avoir et la force qu'ils peuvent avoir ou le poids qu'ils peuvent avoir dans le rapport de force, ils ont intégré le discours, entre guillemets, républicaniste qui veut que le prof est celui qui est... le nouveau hussard de la République. Exactement. Celui qui prend donc la main de l'enfant des banlieues pour lui faire gravir l'échelle sociale. Et en fait, tu vois, cette dimension-là, vraiment idéaliste que les profs ont, donc ce rapport-là qu'ils ont par rapport à leur travail, qu'ils ont tellement idéalisé qu'ils s'accrochent à du symbole quand leurs avantages matériels sont en train de s'effriter de partout. Fait qu'ils ne se voient pas comme une masse révolutionnaire, mais parce qu'ils sont dans cette dimension culturelle-là. Et ça, c'est tellement... Moi, ça me frustre quand je vois les profs se coucher. Et faire des chorégraphies aussi. Non, des fois, les chorégraphies, c'est bien. Non, franchement, quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait, mais c'est très rare. Les seules chorégraphies que j'ai vues qui avaient du rythme, c'est quand tu vois les sans-papiers, tout ça. Là, il y a du rythme. Il y en a marre. Voilà. Il y en a marre, c'est un truc de c'est un classique. Mais franchement, on n'en peut plus les chorales de grand prix, tout ça. Ça fait Franchement, qu'ils auraient dû faire un son. À cause de qui? C'est à cause de moi. À force que je gueule partout, tous les profs de Nantes, maintenant, ils sont plus dans des chorales. Tu vois, ça, c'est dommage. T'as raté, il en a raté quelque chose. Oh, sad day. Ouais, mais du coup... Pose quoi? Moi, je voudrais savoir, tu dis, il faut qu'on se réapproprie ce concept. En gros, ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est dire aux gens, en fait, pour éviter de se bully, de se faire bully par, si tu veux, les organisations, on va dire, sociales, de gauche et tout ça, quand ils disent non, mais la race, non, d'abord, on va aller sur la lutte de classe ou un truc comme ça. Ben non, si, la lutte des classes, c'est très important, mais dire que la race, elle est aussi matérielle. Elle est matérielle parce que pour les marxistes, entre parenthèses, la catégorie comme le racisme et tout ça, ils le rangent dans la catégorie idéaliste. Donc, ça veut dire qu'ils se disent, on va prendre le pouvoir à travers la classe, on va faire une révolution et après, on va changer les lois. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure les musulmans d'Asie centrale. Là, on a un cas concret de mecs qui font une révolution bolchevique, qui prennent le pouvoir et qui gardent les mêmes fantasmagories et l'imaginaire qu'ils avaient sur les musulmans d'Asie centrale et sur les Tchétchènes. Le racisme n'a pas disparu, même quand les bolcheviks ils étaient au pouvoir. Donc, ça veut dire que la race, elle est matérielle. Il y a quelque chose d'autre qui joue. D'où je recommande un texte que tu es en train de traduire d'ailleurs. Exactement, je l'ai traduit. Oui. Mais je suis en train de le... C'est un texte qui est pas connu, donc de Charles Mills, et qui s'appelle Materializing Race. Donc, matérialiser la race, qui donne vraiment une lecture matérialiste de la race, parce que c'est un matérialiste. Un dernier point sur ça, et pourquoi donc l'intérêt de ce titre de l'émission, c'est que, par exemple, la gauche réductionniste qui nous dit, OK, c'est class first, quoi. C'est la classe qui supplante tout. Si on abat le capitalisme, alors on règle toutes les autres questions parce que la race n'est qu'une variable d'ajustement du capitalisme, donc n'a pas d'autonomie en soi. Moi, je le dis toujours, regardez les acquis sociaux, par exemple, de la gauche. Un des acquis sociaux de la gauche, c'est la carte vitale. C'est avoir accès à la couverture sociale. Il se trouve que Naomi Muzenga avait la couverture sociale. Et quand elle a appelé donc le SAMU, ils l'ont laissé crever. Parce qu'elle était noire. Et parce qu'elle avait un accent. Et le fait que si on généralise la couverture médicale, ça n'empêchera pas, par exemple, que dans le milieu médical, le syndrome donc méditerranéen donc sera toujours un obstacle. Et qui est encore enseigné. C'est-à-dire ce mythe qui veut que les personnes non blanches supportent plus la douleur que les autres. Et donc, quand on vient dans les urgences et qu'on a donc de la douleur et qu'ils nous disent l'échelle de douleur là, de 1 à 10 jusqu'à combien, ils nous disent qu'on exagère en fait. En gros, c'est des drama queens. Oui. Tout en ne sachant pas que la fonction initiale de ce mythe-là, c'était justement de pousser donc l'exploitation et l'oppression physique des esclaves à l'extrême
Et pour empêcher l'empathie des Blancs qui regardaient faire, on leur disait que non, ils ne ont pas pensez mal. pas, ils sont en train d'exagérer et que donc il faut les fouetter encore plus. D'où l'intérêt effectivement de l'intersectionnalité. Très bien. Bon, on va se diriger doucement vers la fin. Une émission qu'on a pas fait. Rondement menée. Voilà, qu'on n'a pas fait au cours du jour. Ouais, moi j'ai des recos, vite fait. 10 questions sur le féminisme noir de Fania Noël, La parole aux négresses d'Awatiam, pour l'intersectionnalité de Éléonore Lépinard et Sarah Mezouz aux éditions Anamosa. Mais tout ça, vous le retrouverez sur le site avec le prochain podcast de cette émission sur Radio Prune, mais aussi sur d'autres plateformes. Donc voilà, c'est fini. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. En attendant, restez critiques, restez attentifs et surveillez vos angles morts. Et dans un mois, ciao. C'était Angle mort, l'émission qui éclaire les marges et décolonise les regards. Retrouvez le podcast de l'émission sur prune.net.